On va laisser encore quelques minutes tant que nos spectateurs se connectent. Il Ouais, est pas de 19 heures souci. pile. Pas de souci. En général, dès que l'heure pile passe, après, il y a une petite flèche de connexion. Ah, c'est normal. Bonsoir à tous. Je pense qu'on va pouvoir attaquer ce webinaire IFM à IH. Alors, j'en profite pour rappeler que le webinaire, il est en live tout de suite et puis il sera disponible en replay pour les adhérents à notre association AIH. J'en profite aussi, vu le partenariat de ce webinaire IFM AIH qu'on fait ce soir, pour rappeler que si vous êtes adhérent à l'AIH et interne, sous justification, vous pouvez demander l'adhésion au groupe coopérateur IFM. Voilà, ça fait partie de notre coopération avec eux. Donc ce soir, nous allons avoir le professeur Decaux qui va nous présenter le MGUS ou la MGUS ou les MGUS en vie réelle. Puis le docteur Perrault qui va nous parler de la RCP myélome, comment aborder la RCP et pourquoi présenter un myélome en RCP avec quelles informations clés. Et puis nous finirons avec le docteur Royer qui va nous parler
de la leucémie à plasmocytes, avec peut-être une petite note d'espoir. Donc, je vais laisser le professeur de cours débuter avec son topo sur la MGUS. Bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas à répondre, à poser des questions. On se chargera de les poser à la fin de chaque présentation. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour commencer, donc moi, je suis Olivier Decaux, je travaille au CHU de Rennes. Je suis interniste de formation, mais je travaille en hématologie. Et je voudrais vous remercier pour votre invitation et remercier Aurore Perrault qui a organisé cette session avec vous. Donc, on fait tous les deux, ainsi que Bruno Royer, partie de la commission formation de l'IFM. Et donc voilà, j'ai grand plaisir d'être là ce soir. Donc je vais vous parler des MGUS. Alors, je vais peut-être vous dire des choses que vous savez déjà, je m'en excuse. Je vais essayer d'être le plus pratique possible. Et puis à la fin, je parlerai de la façon dont je gère les MGUS aujourd'hui. Alors ça va peut-être changer parce qu'on est en train d'essayer d'écrire des recommandations avec l'IFM, mais elles ne sont pas écrites. Donc pour l'instant, je reste sur ce que je fais aujourd'hui. Alors, voilà, donc les MGUS, vous savez, c'est ces pics électrophorèses sans autre anomalie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hémopathie, il n'y a pas de manifestation systémique, c'est les fameuses GMSI, si on prend l'acronyme francophone, gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Ce qu'on craint tous, c'est qu'il y ait une hémopathie maligne associée, un clone de plasmocyte ou de lymphoplasmocyte qui sécrète le pic, et dans ce cas-là, on a soit un myélome, soit un Waldenström, on va y revenir. Et les patients ont des manifestations clinico-biologiques qui sont liées au clone tumoral. Et puis, quelque chose que j'aime bien en tant qu'interniste, c'est les gammapathies monoclonales de signification clinique. Parfois, il n'y a pas d'hémopathie, mais la gammapathie en elle-même est responsable de manifestations systémiques, notamment dans l'amylose. Ça peut être les neuropathies anti-MAG, les cryoglobulinémies. Et là, les manifestations sont liées à la gammapathie monoclonale. Il y a 3 organes cibles principalement touchés. Alors, il y en a d'autres, hein, mais c'est le rein, la peau, les nerfs. Et puis, bien sûr, dans l'amylose, on peut avoir le cœur. Donc, ce qu'il y a de particulier dans tout ça, c'est que finalement, un pic peut recouvrir tout ça. Alors, ça peut être une hémopathie maligne, une MGCS. Une hémopathie maligne peut s'accompagner de manifestations systémiques en lien avec une amylose, par exemple. Et puis, on sait que les MGUS peuvent progresser vers une hémopathie maligne ou vers une MGCS. Et ça, c'était très bien démontré par l'équipe de la Mayo Clinic, Kyle, qui a fait de nombreuses publications. 1300 patients suivis pendant des années aux États-Unis, avec un risque de progression d'1% par an. Alors, soit vers un myélome, un Waldenström, ou une amylose à elle. Donc ça, c'est le contexte. Et on va voir que les MGUS représentent fort heureusement la majorité des cas. Et c'est toute la difficulté, c'est que je vais vous dire dans ce topo que les gammapathies, c'est archi fréquent, que dans la majorité des cas, c'est une MGUS. À mon sens, il y a des critères diagnostiques très simples qui permettent de faire le diagnostic de myélome ou de maladie de Waldenström. On va bien sûr parler des facteurs de risque et puis après, on parlera des recommandations d'exploration des gammapathies. Et puis, les nouveaux critères de traitement, vous les oubliez, c'est un mauvais copier-coller. Alors, l'épidémiologie des gammapathies, toujours l'équipe de Kyle, ils ont fait beaucoup de publications et celle-là, elle est intéressante. Ils ont, à la Mayo Clinic, ils ont réussi à récupérer le sérum de la majorité des patients qui venaient consulter. Donc, dans ce coin des États-Unis où il y a 28 000 résidents de plus de 50 ans, ils ont réussi à récupérer le sérum de 21 000 des résidents de plus de 50 ans de ce coin. Donc, ça représente 3/4 de la population de plus de 50 ans. Ils ont fait systématiquement une électrophorèse des protides, plus ou moins une immunoxydation. Ils ont montré que dans cette population de patients de plus de 50 ans, il y a 3% de MGUS. Avec une répartition que vous voyez ici liée à l'âge. Et donc, c'est 3% après 50 ans. Et puis, plus on monte en âge, plus ça augmente. Et globalement, on est à peu près, moi j'aime bien dire qu'on est à peu près à 10% aux alentours de 80-90 ans. Ça veut dire que quand vous faites une électrophorèse des protides à un patient de 80-90 ans, vous avez une chance sur 10 de trouver un pic. Et ça, il faut bien l'avoir en tête quand on prescrit des électrophorèses. Alors après, à notre humble niveau, au CHU de Rennes, à une époque, quand j'étais plus jeune, on avait la mauvaise idée de faire des électrophorèses systématiques et on n'en sait pas grand-chose. Donc, il y a une interne qui a voulu faire sa thèse dessus et sur un an, donc en 2006-2007, dans un service de médecine interne post-urgence, donc c'était vraiment des patients tout venant, il n'y avait pas du tout de sélection, c'était vraiment post-urgence. Il y avait 549 patients qui ont été hospitalisés. L'âge médian, vous voyez, c'était des patients plutôt âgés, hein. La moitié des patients avaient plus de 80 ans. Et on a trouvé 24% de patients avec un pic. Alors certains étaient déjà connus, mais globalement, sur ces 549 patients hospitalisés, il y en a 107 qui avaient un pic de découverte fortuite, ça veut dire un patient sur 5. Alors il y a des biais, évidemment, parce que ces patients ils venaient pour des infections, ils venaient pour des maladies inflammatoires, ils venaient pour des processus qui potentiellement peuvent induire l'apparition d'une gammapathie transitoire. N'empêche que sur une population âgée hospitalisée, on a un nombre de pics vraiment important. Alors, on n'a pas reproduit cette étude parce que, fort heureusement, on a arrêté de faire des électrophorèses, mais c'est un chiffre qu'on doit avoir en tête. Quand on fait une électrophorèse, il y a quand même un risque non nul qu'on trouve un pic chez nos patients.
Alors après, une fois qu'on dit il y a un pic, c'est quoi les diagnostics? Alors ça, c'est la diapo est moche, je m'en excuse. On avait fait ça à l'hôpital Sud à l'époque où je travaillais en médecine interne à Rennes. Sur une vingtaine d'années, on avait regardé les 1050 immunofixations positives faites dans le laboratoire de biochimie pour le service de médecine interne. On avait repris tous les diagnostics, tous les dossiers, et on était à 60% de MGUS avec un biais quand même, c'est qu'on était un service qui s'occupait beaucoup de myélome et de gammapathie de signification clinique. Donc il y avait un biais de sélection, et on s'est amusé à regarder dans le même temps avec un collègue qui travaillait à Blois et le laboratoire de biochimie du CH de Blois, donc un hôpital général. Donc là, c'était pour l'ensemble des services de Blois sur une période à peu près équivalente, 1300 immunofixations. On a repris là aussi tous les diagnostics, donc sans biais de sélection par un service donné. Et là, on était plutôt à 80% de MGUS. Ça veut dire que, les gammapathies, c'est fréquent, et quand on trouve une gammapathie, la probabilité de trouver une MGUS plus qu'une hémopathie est bien plus importante que celle de trouver une hémopathie. Et je ne vous l'ai pas dit, mais dans tous ces dossiers-là, il y avait des symptômes qui étaient évocateurs du myélome, de l'amylose, etc. Donc le premier message, mais vous le savez déjà, c'est que les gammapathies, c'est archi fréquent, c'est plus de 3% au-delà de 50 ans, et plus on avance en âge, plus c'est fréquent. Donc moi, j'aime bien de façon très schématique dire c'est à peu près 5% par an au-delà de, 3% après 50 ans, pardon, la fréquence, 5% après 70 ans, donc ça fait un patient sur 20, et puis à partir de 80 ans, j'aime bien dire que c'est à peu près un patient sur 10, donc 10%, ce qui donne une idée quand même de la fréquence des gammapathies et donc du risque qu'on a de trouver une gammapathie de façon fortuite quand on fait une électrophorèse chez les patients âgés. Donc ça augmente avec l'âge. Les MGUS, elles représentent largement plus de 60% des cas. Je pense que c'est largement 80% des cas. Donc c'est un problème de plus en plus fréquent et ça nécessite qu'on ait une attitude assez claire et simple parce que si on commence à faire des imageries ou des myélogrammes à tout le monde, on s'en sort pas. Alors ensuite, toujours dans la démarche d'avoir une attitude assez pratique, j'aime bien revenir sur les critères diagnostiques. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur les critères diagnostiques du myélome et du Waldenström, mais de façon très schématique quand même reparler un peu de ces deux maladies-là. Alors déjà, vous le savez, il faut séparer les gammapathies IgG, IgA qui peuvent être associées au myélome ou qui peuvent progresser vers le myélome. Donc, c'est des MGUS que j'appelle les gammapathies que j'appelle plasmocytaires. Alors, on a aussi là-dedans les gammapathies à chaîne légère. Et puis, il faut séparer donc ces gammapathies des gammapathies IgM qui, elles, peuvent évoluer vers le Waldenström ou être associées au Waldenström. Et c'est vraiment deux choses différentes. Et il y a certaines régions comme la Bretagne, on a beaucoup, il y a à peu près un tiers d'IgM. Donc, c'est un problème qu'on rencontre très fréquemment. Alors, si on prend les gammapathies IgG-IgA, donc celles que j'appelle plasmocytaires, le risque, c'est d'évoluer vers le myélome multiple, ou en tout cas d'être associé à un myélome multiple. Et là, je reprends les critères diagnostiques de myélome qui avaient été publiés en 2003 par l'IMWG. Vous savez que ce qui est important, c'est les fameux critères de CRAB, donc hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie, lésion osseuse. Et un myélome, c'est un pic des plasmocytes dans la moelle et des critères CRAB. Et donc, les critères CRAB, ils sont vraiment essentiels. Et après, évidemment, on a la différence entre MGUS, pardon, je vais passer trop vite, MGUS ou myélome indolent en fonction de la taille du pic, du pourcentage de plasma dans la moelle. Alors, la différence entre MGUS et myélome indolent, elle est importante en termes de risque de progression. Mais finalement, pour un patient donné, l'urgence, c'est de savoir s'il y a des critères CRAB. Les critères CRAB, c'est de la biologie de routine, hein, c'est la calcémie, la fonction rénale, l'hémogramme. Et puis, bien sûr, il y a la question des lésions osseuses. Alors, si le patient a des douleurs osseuses, c'est très suspect. S'il n'a pas de douleurs osseuses, on peut bien sûr se faire avoir, mais globalement, c'est quand même assez simple la plupart du temps de faire la part des choses. Et donc, pour un patient donné qui arrive en consultation avec un pic à 10 grammes, par exemple, le myélogramme, ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de savoir s'il y a des critères CRAB. Et après, le myélogramme, s'il n'y a pas de critères CRAB, il nous permet de faire la part des choses entre MGUS ou myélome indolent. Alors, ça peut être important à 40 ans parce que savoir si un myélome indolent avec un risque de progression de 10% par an versus une MGUS 1% par an, c'est important. À 80 ans, je pense que c'est moins important de faire la différence. Alors, vous le savez, mais je vais peu insister là-dessus, les critères ont évolué en 2014. Donc, à ces critères CRAB ont été ajoutés des critères de diagnostic qui sont des critères de myélome asymptomatique, mais à haut risque d'évolution. Donc, ces critères qui sont ici, c'est la plasmocytose médulaire à plus de 60%, le rapport kappa-lambda à plus de 100, ou la présence de lésions focales IRM de plus de 5 mm, sans lésions ostéolytiques. Et ça, c'est des critères qui ont été ajoutés parce qu'on s'est rendu compte que les myélomes indolents ancienne définition, certains, les patients qui avaient ces critères-là, donc des patients qui n'avaient pas de critères CRAB, mais un de ces trois critères, avaient 80% d'évolution à 2 ans vers un myélome symptomatique. Donc, il a été décidé de les ajouter dans les critères diagnostiques. Mais ça, on est, à mon sens, dans la spécialité, donc pas dans le dépistage, dans le premier recours face à une gammapathie. Après, il y a donc
gammapathie IgM qui peuvent être associées au Waldenström. Alors, si on prend un tableau qui ressemble à celui que j'ai fait, là, on n'a pas les critères CRAB, mais on a les signes finalement de Waldenström. Un Waldenström, c'est un lymphome de bas grade. Et quand est-ce qu'on traite? On traite s'il y a des signes généraux, s'il y a un syndrome tumoral ganglionnaire, s'il y a une hyperviscosité, s'il y a des cytopénies. Et s'il n'y en a pas, on ne va pas traiter. On va considérer que c'est une MGUS ou un Waldenström indolent, avec là aussi un impact sur la prise en charge qui n'est pas énorme, puisque de toute façon, on ne va pas traiter les patients et ça va être de la surveillance. Et donc, l'important quand on est face à une IgM, c'est de savoir s'il y a des signes généraux, un syndrome tumoral, une hyperviscosité, des cytopénies. Et donc, ça, c'est vraiment important à mon sens. Et c'est d'autant plus important pour les IgM que autant le myélome, on peut se faire piéger par des patients qui sont asymptomatiques, mais qui ont des lésions osseuses, asymptomatiques, mais qui ont une insuffisance rénale. Autant dans le Waldenström, il n'y a pas de piège. Soit le patient il est totalement asymptomatique, il n'a pas de signes généraux, pas d'aire ganglionnaire et pas d'adénopathie et pas de cytopénie, on est relativement tranquille. Le seul piège du Waldenström, c'est l'hyperviscosité, mais ça n'arrive que si le pic est important, à plus de 40 grammes ou 30 grammes si on est un peu frileux. Mais globalement, un pic à 10 grammes IgM, ça ne peut pas donner d'hyperviscosité. Donc, si le patient va bien, qu'il n'a aucun signe de Waldenström, vous êtes tranquille, il n'y a pas de Waldenström à traiter. Donc, est-ce qu'il faut aller l'embêter à faire une BOM pour dire il est Waldenström indolent ou il est MGUS? Je ne suis pas certain et je suis, à titre personnel, beaucoup moins embêté par les IgM parce que le Waldenström est une maladie que je trouve beaucoup moins vicieuse que le myélome le myélome peut évoluer vraiment à bas bruit et se compliquer, comme vous le savez, l'insuffisance rénale, de lésions osseuses avec des fractures pathologiques, de compression médulaire, alors que le Waldenström, on n'est pas dans ce cadre-là, il n'y a pas ces risques-là. Voilà, donc ça, c'est des critères simples. Après, bien sûr, il y a la question des facteurs de risque de transformation des MGUS. Donc, on sait que c'est 1% par an les MGUS. Il y a plein de facteurs qui ont été décrits. Je vais insister sur les 3 les plus fréquents, enfin les plus simples, qui ont été décrits par nos collègues de la Mayo Clinique. C'est l'isotype. On sait que les IgG ont moins de risque de progression. On sait que les patients qui ont un pic à plus de 15 grammes ont plus de risque de progression et on sait que les patients qui ont un rapport kappa lambda anormal ont plus de risque de progression. Ça a été clairement montré par la Mayo Clinique toujours dans cette cohorte qui était une sous-cohorte des 1300 patients que j'ai déjà présentés. Quand on prend ces 3 facteurs, un patient qui a 0 de ces facteurs, donc une IgG moins de 15 grammes, rapport kappa lambda normal, il est ici. On est à peu près à 4% à 10 ans, donc on est vraiment très très faible risque d'évolution. Un facteur de risque, 2 facteurs de risque, 3 facteurs de risque. Avec, vous voyez, les patients qui ont 3 facteurs de risque, c'est-à-dire un pic à plus de 15 grammes, une IgA à plus de 15 grammes avec un rapport kappa lambda anormal, c'est 53% des patients. Alors là, le risque il est plus important, mais même dans cette cohorte de patients, vous voyez qu'à 10 ans, on est à peu près à 20%. Donc certes, le risque augmente, mais ce n'est pas non plus une progression très importante. Si on est à 10 ans, la moitié des patients à 10 ans, 20% des patients à 10 ans, ce n'est pas non plus énorme. Toujours est-il que les recommandations américaines, ou en tout cas internationales, pardon, elles se basent là-dessus. Et ce qu'a dit l'IMW, c'est qu'il faut se baser donc sur ces 3 critères-là, avec des patients qui ont un risque faible, qui sont à 0 facteur, donc IgG moins de 15 grammes, rapport kappa lambda normal, et les autres patients qui ont soit une IgG, soit une IgA, une IgM, soit un pic à plus de 15 grammes, soit un rapport kappa lambda anormal, soit les 2, soit 3 de ces facteurs. Et ce qu'ils nous disent, c'est que quand le risque est faible, donc 0 facteur, on n'explore pas les patients, sauf bien sûr s'il y a une anémie, une insuffisance rénale, des lésions osseuses, une hypercalcémie. Et à l'inverse, s'il y a un de ces facteurs, n'importe lequel, on explore les patients. C'est-à-dire qu'on fait une moelle, BOM, myélogramme ou autre. Ça veut dire que pour l'IMW, il faut faire pour tous les patients NFS, créate, calcémie, ça me va, protéinurie, mais il faut aussi faire le dosage des chaînes légères puisqu'ils rentrent dans ces critères-là. Donc ça, c'est des recommandations internationales. Alors, il y en a d'autres, hein. J'ai pris celle-là parce que c'est les plus emblématiques. Il y a des recommandations européennes qui reprennent à peu près la même chose. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Alors, la première des choses, moi, que je dis souvent, c'est qu'on ne prend pas en compte le terrain. Et le terrain, il est extrêmement important parce que si on prend la cohorte de Kyle que je vous ai montré tout à l'heure, 1% d'évolution, 1300 patients, 1% d'évolution par an. Si on regarde le risque de progression des patients, qu'ils aient une IgM ou une MGUS non-IgM, donc risque de progression, versus le risque de décès indépendant de la gammapathie, vous voyez que les patients meurent d'autre chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de risques que les patients meurent de quelque chose indépendant de la gammapathie que de risque de progression de la gammapathie. Pourquoi? Parce que c'est majoritairement des patients âgés, parce qu'ils ont d'autres comorbidités cardiovasculaires ou autres. Et donc, ça veut dire que quand on découvre un pic chez un patient asymptomatique, il a beaucoup plus de risques de faire une autre maladie et de mourir d'autre chose que de faire une progression de sa gammapathie. Alors nous, on a observé ça dans le service. Vous vous rappelez là, les 20% de patients qu'on avait trouvés dans notre service de médecine interne post-urgence, donc 20% de MGUS, on a réussi à avoir le suivi évolutif de 107 de ces patients chez qui on avait découvert fortuitement une gammapathie. Alors on a été très mauvais puisqu'il y a 50% des patients qui sont décédés avec une médiane de survie de 13 mois. Alors c'était des patients assez âgés, hein, vous vous rappelez, plus de 80 ans pour la moitié des patients. Et aucun décès n'était en lien avec la gammapathie monoclonale. C'est-à-dire que dans cette population de patients chez qui on a trouvé plein de pics, finalement, quand on regarde ce qu'ils deviennent, ils meurent de plein de choses, mais pas de la gammapathie.
Et donc ça doit vraiment nous aider à relativiser la prise en charge d'une gammapathie dans une population générale où on trouve beaucoup de pics et finalement les patients ils meurent d'autre chose sans lien avec le pic. Ensuite, je l'ai dit, je pense que dans la majorité des cas, on peut faire la part des choses simplement avec de la biologie de routine et surtout de la clinique. Donc c'est encore plus vrai pour les MGUS IgM, pardon. Ensuite, l'intérêt d'explorer des pics de petite taille IgA, IgM. Pour l'IMW, on explore les pics de petite taille, on explore les pics, pardon, IgA, IgM, excusez-moi, je parle trop vite, quelle que soit la taille du pic. Moi, quand on trouve une IgA comme ça, avec un micro-pic ou une IgM comme ça, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à l'explorer. Il faut, à mon sens, simplement la surveiller, sauf si, bien sûr, le patient a des symptômes, sauf s'il a des critères biologiques d'hémopathie. Et puis le dernier point, c'est le fameux dosage des chaînes légères libres sériques. Si on fait des chaînes légères libres à tous les patients qu'on aime GUS, c'est très bien pour le laboratoire, mais à mon sens, ça n'apporte pas grand-chose aux patients. Et globalement, moi, j'aime bien montrer ça. Si vous avez un patient qui a une IgA à 25 grammes, de toute façon, qu'il ait des chaînes légères normales ou pas, il est à risque. Celui-là, il faut le prendre en compte et le surveiller, l'explorer. À l'inverse, si vous avez un patient qui a une IgG à 5 grammes, que vous ayez des chaînes légères normales ou anormales, globalement, il est à mon sens, à faible risque. Et je pense que le dosage pour ce patient-là, pour ces patients-là, individuellement, il n'a pas un impact majeur. Par contre, il coûte cher et il n'est pas remboursé en ville, je vous le rappelle. Donc voilà, pour moi, ces recommandations, elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas pratiques à utiliser en routine. Et donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'utilise. Alors ça a été, c'est quelque chose que je présente depuis très très longtemps. On n'a pas encore, c'est pas des recommandations IFM parce qu'on y travaille encore une fois, mais c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Ces recommandations, elles sont basées sur le fait que les MGUS c'est archi fréquent dans la population générale, que ça augmente avec l'âge, que quand on trouve un pic à l'électrophorèse, dans la majorité des cas, plus de 60% des cas, c'est une MGUS, qu'il y a des critères simples qui permettent de faire la part des choses et que les patients, en fonction de leur terrain, ont beaucoup plus de risques de mourir d'autre chose que de mourir de leur gammapathie. Alors, ces recommandations, elles ont été finalement, en 2017, la HAS a publié des recommandations de quand prescrire une électrophorèse et comment explorer une gammapathie monoclonale. Et ces recommandations correspondent à peu près à ce que je vais vous raconter. Donc, fort heureusement, je ne vais pas être contredit par la HAS. Alors, les recos de la HAS, on peut les critiquer, mais elles existent, elles sont présentes maintenant. Alors, la première des choses, c'est qu'à mon sens, il ne faut pas faire d'électrophorèse quand on n'a pas besoin d'en faire. Donc ça, c'est une lapalissade en médecine. On fait un examen quand on veut répondre à une question. Alors, on a plein de raisons de faire des électrophorèses. Quand on regarde ça, globalement, je vais vous montrer la liste tout à l'heure des indications d'électrophorèse. La HAS dit qu'on peut en faire dans plein de circonstances. Mais l'essentiel, c'est toujours de se dire quelle question est posée. Donc, quelle est la question posée? Mais c'est vrai pour tout examen en médecine. C'est que je ne fais un examen que si je pose une question. Il faut anticiper les résultats parce que si vous faites une électrophorèse à 80 ans, rappelez-vous qu'il y a une chance sur 10 que vous trouviez un pic. Et donc, si vous trouvez un pic chez votre patient, c'est est-ce qu'il y a un lien avec le symptôme qui m'a fait prescrire l'électrophorèse? Moi, je vois régulièrement des patients qui viennent parce qu'ils ont un symptôme X ou Y qui n'a rien à voir avec la gammapathie. Le médecin me demande est-ce qu'il y a un lien? Et ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Vous faites une électrophorèse à 80 ans, un risque sur 10 de trouver un pic. Et donc, bien anticiper. Donc ça, c'est la liste, je la passe très très vite, c'est la liste dans le document HAS, donc il y a plein de choses. Je ne reviens pas là-dessus. On a des bonnes raisons de faire une électrophorèse. L'essentiel, c'est d'avoir une raison et de poser une question quand vous faites un examen. Ensuite, c'est le deuxième point, c'est une fois que vous avez fait votre électrophorèse, c'est à mon sens ne pas faire trop d'exploration parce que si on explore tous les patients, on s'en sort plus. Et donc l'enquête étiologique, bien sûr, elle est orientée par l'isotype. Je vous ai dit IgG, IgA ou chaîne légère, on pense plutôt au myélome, IgM plutôt à la maladie de Waldenström. Ça passe bien sûr par un examen clinique et de la biologie à la recherche de critères d'hémopathie maligne. Pour les MGCS, bien sûr, un examen systémique parce qu'il faut regarder la peau des patients, il faut regarder les reins. Alors, les reins, c'est la bandelette, c'est la protéinurie, ça, les internistes aiment beaucoup et je continue à faire ça systématiquement. Et puis, bien sûr, savoir s'il y a des anomalies sensitives. On peut faire l'examen qu'on veut. En tout cas, l'idée, c'est de chercher des signes associés. Et puis après, voilà, moi, ce que je recommande, mais encore une fois, ça n'est que ma vision des choses, c'est qu'on interroge, on examine le patient. S'il est asymptomatique et qu'il a plus de 60 ans, on regarde l'hémogramme, la calcémie, la créate et la protéinurie sur échantillon, parce que, encore une fois, la protéinurie, c'est ce qui nous permet de voir comment fonctionne le glomérule et donc les reins. Si c'est normal, on regarde le pic. Et si le pic a moins de 15 grammes IgM ou à moins de 10 grammes IgA, à ce moment-là, la probabilité que ce soit une MGUS est quand même très forte. Et je pense que dans un premier temps, on peut ne pas explorer le patient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le surveiller, mais ça veut dire qu'à mon sens, on n'est pas obligé de faire des examens. Si à l'inverse, il a moins de 60 ans, s'il est symptomatique, s'il y a des anomalies de ce premier bilan qui ne sont pas connues, une insuffisance rénale chronique depuis 10 ans, bien sûr, on ne s'énerve pas. Si le pic est plus important, à ce moment-là, il faut poursuivre les explorations. Alors voilà, ça c'est ce que j'utilise.
c'est critiquable parce que les seuils, c'est toujours évidemment un patient qui a un pic à 14 grammes et un autre qui a un pic à 16 grammes. C'est quasi la même chose. L'idée, c'est plus d'avoir le concept, c'est-à-dire qu'en gros, un pic de très petite taille chez quelqu'un de plus de 60 ans qui va très bien, il faut peut-être le laisser tranquille. À l'inverse, un pic à plus de 15 grammes chez quelqu'un ou chez un patient plus jeune, il faut peut-être l'explorer. Mais après, on s'adapte. C'est plus une façon de voir les choses, c'est que s'autoriser chez certains patients à pas aller trop loin. Et pour l'instant, moi, j'utilise ça depuis pas mal d'années maintenant et ce que j'ai comme sécurité, c'est quand je suis du côté où j'explore pas le patient, je fais systématiquement un contrôle biologique à 3 mois. Et si par hasard on voit des choses qui bougent, soit l'apparition d'une anémie, le pic qui augmente, ça rattrape le coup. Et je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de rattraper des coups comme ça. Mais en tout cas, ça me paraît de bon sens de faire ça. Alors c'est à peu près ce que dit l'HAS. Globalement, je vais passer très très vite, mais il dit que l'HAS nous dit que la conduite à tenir est fondée sur la situation clinique du patient, le type d'immunoglobine monoclonale et sa concentration. La chaise dit qu'il faut faire un hémogramme, une calcémie, une créate. Il ne parle pas de la protéinurie, ça c'est dommage. Ils disent, et ça c'est important, que la prescription d'usage des chaînes légères-lipsériques est du domaine du spécialiste de deuxième ligne, donc de l'hématologue, et qu'elle ne doit surtout pas être faite en première ligne, donc chez le médecin généraliste, et que l'indication d'imagerie n'est pas systématique et qu'on doit la discuter au cas par cas. Et qu'après, on demande un avis complémentaire s'il y a une présentation clinique qui évoque une hémopathie maligne, s'il y a des anomalies biologiques ou de l'imagerie qui font suspecter une atteinte d'organes, si le pic est à plus de 15 grammes IgG ou plus de 10 grammes IgA, IgM. Alors moi, franchement, les IgM à plus de 10 grammes, si le patient va à moins de 10 grammes, si le patient va très bien, je pense qu'il faut les laisser tranquilles, mais bon. Ou si le patient a plus de 60 ans. Donc vous voyez, ça correspond à peu près. Alors je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, on a ce document qui nous aide à avancer et à soutenir notre démarche. Après, il y a la surveillance et j'en ai presque fini. Globalement, la surveillance, elle doit être pragmatique, hein. Vous avez trouvé une gammapathie, soit vous l'avez exploré, c'est un myélome, un Waldenström que vous traitez, pas de problème, soit c'est une MGUS, et à ce moment-là, il faut surveiller le patient. La surveillance, elle doit être très simple, hein, clinique. On regarde s'il y a des signes cliniques ou biologiques qui orientent vers une hémopathie maligne, donc l'état général, les douleurs osseuses, les adénopathies périphériques, les splénomégalie, hématomégalie, les manifestations systémiques, toujours, hein, il y a ce risque aussi d'évoluer vers vers des MGCS. Et puis la biologie, elle doit être simple, hein, c'est l'hémogramme, la calcémie, la créate, l'électrophorèse, la protéinurie, toujours pour ce critère d'atteinte rénale. Alors après, la fréquence, vous l'adaptez à votre stress, hein. Moi, j'aime bien dire que le premier contrôle à 3 mois, il est raisonnable, parce que quand on découvre un pic, on ne sait pas comment ça évolue. Parfois, on a la surprise de voir un pic qui est en train d'augmenter. Donc 3 mois, c'est une sécurité. Et si c'est stable, globalement, je m'adapte au terrain. Je suis assez large chez des patients âgés, un peu plus serré chez les patients jeunes, parce que je trouve qu'on se doit d'être un peu plus strict. Mais ça, c'est vraiment très, très personnel. Et donc, pour terminer, les gammapathies, c'est un problème de plus en plus fréquent, hein. On en trouve de plus en plus parce qu'on fait de plus en plus d'électrophorèses. Les électrophorèses sont de plus en plus précises. Ça angoisse les patients, ça angoisse les médecins. Je reste convaincu que la clinique des explorations simples permettent de clarifier la situation. Et il y a 2 situations. Soit le patient va parfaitement bien, il n'y a aucun signe associé, il est plutôt âgé, je pense qu'il ne faut pas trop l'embêter et c'est probablement une MGUS. Et par contre, un élément très très important, c'est que si vous avez un patient qui a des signes cliniques ou biologiques évocateurs d'une hémopathie maligne ou d'une MGCS, même si l'électrophorèse est normale ou même si le pic est tout petit, bien sûr, cela faut les explorer, puisqu'on peut se retrouver avec des patients qui ont des myélomes oligosécrétants. Donc la clinique avant tout, un patient qui se présente avec une hypercalcémie des lésions osseuses, une fracture pathologique, même si l'électrophorèse est normale ou peu anormale, bien sûr, il faut aller plus loin. Et donc pour ça, il faut un dialogue clinicien-biologiste qui est essentiel à mon sens. Et j'ai la chance à Rennes d'avoir des collègues avec qui je discute vraiment beaucoup et très bien. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Je n'ai pas trop dépassé. Et alors encore une fois, ces recommandations ne sont pas les recommandations IFM. On est en train d'y travailler pour des recos IFM qui, j'espère, ne seront pas trop éloignés de ça, mais on y travaille et on espère pouvoir publier ça avant la fin de l'année. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, je rappelle aux participants qui peuvent poser les questions dans la partie de discussion et qu'on relaie. Une première question, quand on parle du syndrome tumoral devant un pic IgM, on fait cliniquement juste les aires ganglionnaires hépatosmiogalie ou est-ce Alors moi, c'est mieux de faire un scanner? alors pour le côté IgM, hein, puisqu'on se parle du côté IgM, moi j'ai tendance à me baser sur la clinique, en tout cas chez les patients qui ont un pic à moins de 15 grammes. Alors encore une fois, hein, le concept c'est petit pic, gros pic, plus qu'un seuil. Si le patient va parfaitement bien, qu'il n'a pas de syndrome tumoral périphérique, moi je ne vais pas au scanner parce que
même si on trouve quelques adénopathies, ça ne changera pas la conduite à tenir de mon point de vue. Donc, moi, j'en reste là. Après, si le pic est à 20 grammes, 25 grammes, 30 grammes chez un patient jeune, j'ai tendance à le faire par acquis de conscience, mais de moins en moins, parce qu'au final, ça ne change pas ma pratique. Encore une fois, sur le côté IgM, parce que finalement, le piège du valdenustrum, à mon sens, c'est l'hyperviscosité. Et ça ne se voit que si le pic est important. Du côté gammapathie GG-IgA, le risque, c'est de passer à côté de lésions osseuses qui peuvent être totalement asymptomatiques, puisque les lésions osseuses ne font mal que s'il y a une fracture ou des fissures. Donc là, je suis un peu plus systématique à partir du moment où le patient est jeune, à partir du moment où le pic est important. Donc là, je me base. Alors, chez les jeunes, je suis assez systématique. Chez les plus âgés, je le suis moins. Et j'ai tendance à dire au-delà de 15 grammes. Mais c'est vraiment, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Après, si on est pragmatique, de mon point de vue, mais je sais qu'on a des discussions régulièrement ensemble, si on doit discuter un examen à faire sur une gammapathie IgG, IgA en plus de la biologie de routine, je pense que c'est plus l'imagerie osseuse que le myélogramme, parce que finalement, l'embêtant, c'est de passer à côté d'une lésion osseuse plus que de passer à côté d'un myélome indolent. Mais ça, c'est mon point de vue, encore une fois, personnel. Et dans ce cas-là, s'il y a un pic plus de 15 grammes et qu'on a envie d'explorer par une imagerie, en pratique, quelle imagerie on fait vu l'importance de la fréquence du MGUS et est-ce que les radios suffisent ou est-ce qu'il faut faire une IRM s'il est vraiment jeune, au cas par cas? Non, alors s'il n'y a pas de... Enfin, les radios, j'en fais plus, c'est trop long, c'est difficile à interpréter, on passe à côté de plein de lésions rachidiennes notamment. Donc si on doit explorer une gammapathie en se disant je cherche des lésions osseuses, moi je fais un scanner osseux corps entier, ça coûte pas très cher, c'est peu irradiant parce que c'est des scanners low dose, ça ne nécessite pas d'injection. Là, parce que je suis face à une gammapathie, où, encore une fois isolée, où le diagnostic de MGUS est le plus probable. Je ne vais à l'IRM que si je suis face à un myélome indolent qui justifie d'aller chercher, donc il n'y a pas de lésion osseuse au scanner, là je vais jusqu'à l'IRM pour chercher les lésions focales qui conduiraient à aller à aller traiter le patient. Et je réserve l'IRM uniquement à cette situation-là, ou alors en cas de suspicion de compression médulaire. Et le TEP, je le réserve uniquement au cas de myélome avéré, parce que sinon on explose notre planning. Et donc voilà, moi je suis très scanner osseux. Maintenant, c'est parce que j'ai des radiologues qui sont excellents à Rennes et qui ont des places disponibles aussi. Mais plus de radio, ça c'est sûr. Moi, je fais plus de radio. Et pour le côté IgM, si j'explore, moi j'ai tendance à faire un scan TAP. J'avoue que je fais pas de radio, je fais pas d'écho, mais ça c'est une habitude aussi. C'est-à-dire que si j'explore, je fais un TAP. Mais j'explore peu de Une patients. question aussi, moi. Vas-y, salut. Salut. On a quand même tous des demandes de consultation pour des MGUS, je dirais 3, 4, 5 par semaine par centre peut-être. Est-ce qu'il y a des gens que que tu ne vois pas, malgré le stress du médecin généraliste et malgré le stress du patient, alors qu'ils ont un petit pic et que de loin, tu as l'impression que c'est une MGUS et qu'il n'y a rien à faire. Mais comment tu arrives à gérer ça? Parce que mine de rien, assez souvent, on les voit en sachant qu'il n'y a rien, mais pour juste détendre l'atmosphère. Et après, une fois qu'ils sont suivis, comment tu les renvoies juste à un suivi de ville? Ouais, alors moi, je m'adapte à ce que dit le médecin au téléphone. Si vraiment, alors déjà, j'aime bien que le médecin m'adresse l'électrophorèse. J'aime bien voir le tracé parce que parfois, le médecin dit un pic à 5 grammes et en fait, une belle hypogamma en dessous qui est un petit élément qui inquiète. Donc, j'aime bien voir le tracé et je vois avec le médecin. Soit le médecin, ça le rassure de m'avoir, il est content. Et ce que je lui dis en général, c'est vous refaites à 3 mois et surtout, vous m'envoyez les résultats. Et si jamais ça bouge, à ce moment-là, on en rediscute. Mais j'ai pas toujours le téléphone. Moi, j'ai pas le téléphone d'astreinte dans le service parce que, étant interniste, je donne pas d'avis sur tous les hématos. Et donc, parfois, il y a des patients qui arrivent en consulte. Là, je crois quand même que la majorité des patients arrivent en consulte malgré tout. Parce que, comme tu dis, c'est quand même très difficile. Le médecin qui appelle, il est un peu ennuyé. Après, on se rend compte qu'un médecin qui a adressé deux, trois pics à qui on a toujours fait la même réponse, il va finir par être un peu plus détendu et finalement moins nous appeler. Mais Et du coup, quand tu vois le malade en consulte, t'es pas tenté de lui faire le dosage des chaînes légères, genre une fois pour toutes, et comme ça, tu as un ratio peut-être. non. Ouais, tu le fais pas, tu résistes. Je l'ai fait pendant longtemps au début et ça m'apportait rien. Donc je le fais. Alors si je le fais chez le jeune qui me dit, j'ai vu qu'il y avait des facteurs de risque, notamment les chaînes légères, le jeune stressé, le patient de 40 ans qui arrive stressé, je trouve ça vraiment bien d'avoir les chaînes légères pour lui dire, regardez, il y a 3 critères, vous avez aucun des 3 critères. Ça c'est super. Chez le patient plus âgé, honnêtement, ou chez le patient peu stressé, je le fais pas systématiquement. Mais pour revenir à ta question,
C'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas besoin de voir tous les patients. Et d'un autre côté, on en voit beaucoup parce que les médecins traitants. En fait, on a l'impression que les médecins traitants en voient beaucoup, mais quand on interroge les médecins traitants en EPU, ils en voient 1, 2 fois par an. Donc, ils n'ont pas l'habitude et on a besoin de les rassurer. Donc, c'est pas toujours simple. Peut-être qu'il faudrait qu'on les ait tous au téléphone, mais c'est pas simple. Et je sais pas. Ou alors, il faut C'est une faire vraie plus question. d'EPU, mais ça, c'est pas simple non plus. Ouais, mais des fois, tu fais un EPU et au contraire, tu en as encore plus à ta consulte après. Donc, c'est à piège. Merci. Moi, j'avais une autre question sur la MGRS, sur le dépistage de l'amylose. Moi, j'avais lu un papier où il proposait de faire le NT-proBNP à tous les patients qui avaient un pic monoclonal. Est-ce que vous le conseillez ou c'est un peu optimiste? Bah, je sais, c'est Merlini qui propose ça et on en a discuté avec Arnaud Jacquard qui parfois le propose. Moi, ça me pose question parce que quand on voit le nombre de MGUS qu'on voit, si on fait du NT-proBNP, ça veut dire beaucoup de prescriptions. Il y a quand même pas mal de patients qui ont une fonctionnelle un peu limite, donc le NT-proBNP va être un peu augmenté. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Après, on dégaine les coqueurs. Enfin, moi, je trouve qu'on rentre dans une spirale, on ne sait plus quoi faire derrière. Alors après, une façon de faire les choses, mais c'est pas ma façon de voir les choses, c'est de dire je fais l'échelle légère puisqu'on sait que c'est plus les patients qui ont des chaînes légères augmentées qui ont un peu plus de risque de faire une amylose et à ce moment-là, on fait le NT-proBNP chez ces patients-là. Mais je trouve que vu le volume de patients, moi je pense qu'il faut pas parce que c'est trop de prescriptions et ça n'a pas de sens. À un moment, il faut qu'on soit raisonnable. L'amylose, c'est une maladie. Enfin, Pardon, vas-y, pour apporter ma petite expérience mauvaise, on va dire récemment, moi je faisais assez souvent le NT-proBNP parce que c'était une pratique toulousaine, on va dire. Et donc, j'avais vu une dame qui avait un MGUS IgG kappa faible risque sur tous les critères, hyper stressée. Donc, on avait fait l'échelle légère complètement normale, le ratio normal. On avait fait un NT-proBNP complètement normal. Et un an après, elle voit un cardiologue qui dit à l'écho-cœur, il y a peut-être une amylose, etc. Et je dis, oh, moi j'avais tout fait, tout était normal, bref. Et donc, ils l'ont envoyée pour se faire biopsier et elle a une amylose. Donc, le NT-proBNP a un temps T. Est-ce que ça reflète ce qui se passera un an après ou 18 mois après? Je ne sais pas. c'est ce que j'allais dire, c'est que voilà, si on commence à rentrer là-dedans, c'est-à-dire que tous les ans, on leur fait un NT-proBNP parce que bon, on a tous des expériences de myélome indolent qu'on suit et qui tout d'un coup nous développent une amylose et ça ne prévient pas. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. On a beau tout faire. Je crois qu'il ne faut pas qu'on rentre dans une spirale. Et encore une fois, hein, le NT-proBNP, c'est un examen qui est vraiment intéressant. Mais chez le patient âgé, quand on s'amuse à le faire, il y a quand même souvent des petites hausses parce que le rein, parce que, etc. Et alors après, on rentre dans un truc, je pense que ce n'est pas raisonnable. Merci. Merci. Et donc, il n'y a pas d'autres questions dans l'espace questions. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine présentation. Bon, ben merci, Merci bonne beaucoup. soirée, à bientôt. Merci beaucoup, Olivier Decaux. Donc, je laisse la parole au docteur Perrault qui va prendre la suite pour nous donner les clés de la RCP myélome. Alors, j'essaye de partager mon écran. Alors, je ne vous ai pas fait des belles diapos comme Olivier Decaux, mais pour moi, la RCP, c'est multidisciplinaire. Donc, j'espère que vous allez participer. Moi, je suis venue avec 5 dossiers. On fait concurrence ce soir puisqu'il est mardi. On est mardi avec la RCP myélome de Poitiers qui se passe le soir. Et donc, une pensée aux internes de Poitiers qui restent jusqu'à 21h ou 22h faire les 40 dossiers myélome. Non, bon, je me moque. Je vous ai amené 5 dossiers, entre guillemets, qui permettent pour moi de discuter un petit peu de ce qui manque parfois ou de ce qu'on ne peut pas répondre juste sur dossier. Et si c'est possible, je trouverais ça bien qu'on puisse interagir. Et si vous avez d'autres exemples ou d'autres dossiers, ben c'est plus sympa, je pense, que de vous dérouler des cas. Alors, mon premier dossier, c'est une femme de 69 ans qui a des antécédents décrits, en tout cas sur la fiche RCP, de syndrome anxio-dépressif et d'appendicectomie, et qui est connue pour une MGUS IgG kappa depuis 2018, alors de risque au moins intermédiaire, puisque vous voyez qu'elle a un pic à plus de 15 d'emblée, et qui, au décours d'une infection Covid, présente une asthénie qui n'est pas dans les critères de réalisation d'une électrophorèse, mais qui conduit à réaliser un bilan biologique. Et en l'occurrence, là est découverte d'abord une anémie à 10,5 grammes par décilitre.
puis dans le contexte de PIC et exploré dans un service de médecine interne, maintenant qu'Olivier Decaux est parti, je plaisante encore, où on trouve au myélogramme une plasmocytose à 14% qui donc pose le diagnostic de myélome. Vous avez une calcémie, une créate qui sont normales, albumine 33, bêta-2 2,7, DLDH normal. Et alors, je ne sais pas comment sont les RCP dans tous les centres. Je sais qu'il y a des façons de faire très différentes. Parfois, il y a seulement des fiches. Parfois, les gens se connectent en visio. Mais en l'occurrence, nous, dans notre centre, il n'y a pas de visio et on reçoit des fiches. Et donc, la question posée est quel traitement pour ce myélome IgG-kappa? Alors, c'est pas pour critiquer, hein, c'est pour dire quand on est une fiche comme ça, je pense que c'est très compliqué de prendre une bonne décision sans éléments supplémentaires. Et donc, moi, ce qui me manque chez cette dame qui donc, a un myélome avéré, IgG-kappa, ISS2, avec une anémie modérée, c'est effectivement des données cliniques. Et donc là, si vous avez quelqu'un qui vous présente le dossier, il peut vous en parler tout de suite. Mais bon, comment elle est sur le plan général? Est-ce qu'effectivement elle a des douleurs osseuses? Est-ce qu'elle a des infections récurrentes hors Covid récent, notamment infections ORL, bronchopulmonaires et tout ce qui nous fait penser aux infections à pneumocoque, hémophilus, etc., à une hypogamma et une immunoparésie importante? Comment évolue son pic? Parce qu'effectivement, on ne va pas réagir forcément de la même façon si le pic était à 18 grammes et que maintenant il est à 35 ou s'il est monté de 18 à 20. Les chaînes légères et le ratio m'aideraient à prendre une décision. Comment est l'anémie? Et est-ce qu'il y a eu une imagerie? Parce qu'à ce stade, moi, ma réponse comme ça de but en blanc sur une fiche, c'est je n'ai pas de critère CRAB stricto sensu, donc c'est une femme. La valeur inférieure d'hémoglobine, c'est 12 grammes par décilitre. Donc à 10, on n'est pas en dessous des 2 grammes requis par les critères CRAB. Et en plus, elle peut très bien avoir une anémie inflammatoire dans le contexte infectieux, une anémie carentielle. Donc ça, on s'est tous fait avoir hein, quand on était au début à se dire le myélome est symptomatique parce qu'il y a une anémie. En fait, quand on explore l'anémie, il peut y avoir plein d'autres causes, ou alors une anémie transitoire effectivement post-infectieux. Donc il faut un tout petit peu, enfin sur l'anémie, on a le temps, je trouve, et il faut un petit peu des fois se détendre sur l'anémie et rechercher d'autres critères. Alors quand c'est comme ça, si j'ai une patiente comme ça, moi en consultation, je vais effectivement explorer son anémie, regarder un petit peu l'évolutivité du pic. Je vais commencer peut-être à me dire, bon, le myélome arrive, on va devoir probablement la traiter bientôt, donc je prépare le terrain, on va dire, je mets à jour ses vaccinations. Je commence à l'envoyer chez le dentiste, je regarde sa vitamine D, etc. Et puis, je présente le dossier quand j'ai tous les éléments, ou alors, si on n'arrive pas à joindre le médecin qui a fait la fiche, on lui dit de le compléter et de nous la présenter la semaine suivante. Alors, avec des éléments complémentaires, donc il était vexé, il m'a tout mis ça en rouge, c'est une blague. Donc, OMS 1, pas de douleur osseuse, pas d'autres infections récentes. Le pic a un petit peu monté, mais pas franchement. On est à 22 grammes par litre. Des chaînes légères pas très élevées. Kappa 230, un ratio du coup à 23. Une protéinurie assez faible. Et au PET scanner, finalement, des lésions osseuses focales, mais sans lyse, sans lésions ostéolytiques. Et donc, qu'est-ce que vous feriez pour cette patiente? Est-ce qu'il y en a qui veulent discuter avec moi dans cette RCP pluridisciplinaire? Tous les micros des participants sont réactivés. Hein, si vous voulez participer. Pardon, c'est parfait. Donc, c'est quand même relativement simple. Un myélome nouvellement diagnostiqué, 69 ans, pas trop de comorbidité a priori. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer? Sinon, on surveille. On surveille. Donc, l'anémie, l'anémie, effectivement, ce n'est pas un vrai critère. Après, elle a des lésions focales. Donc, en théorie, on est en droit de proposer un traitement. Mais en effet, il n'y a aucune urgence. Donc, ça dépend un petit peu du stress du patient, du stress du médecin, de la possibilité de lui proposer un essai clinique,
Donc moi, je dirais traitement sans urgence sur une situation comme ça. Mais on peut aussi la surveiller à 3 mois. Après, vous avez les lésions focales qui permettent de... Alors, on n'a pas les mesures, hein, mais on va considérer qu'elles faisaient plus de 5 mm. On a les lésions focales qui autorisent à débuter un traitement. Donc, si on part sur un traitement, si on retient l'indication d'un traitement, qu'est-ce que vous proposeriez? Alors, moi, j'ai listé trois grandes conduites à tenir, et c'est vrai que du coup, c'est très différent quand on est face à un patient de proposer les 3 choses. Étant profondément motivé ou on va dire, je crois en la recherche clinique, donc je proposerais de l'inclure dans l'étude actuellement ouverte, qui est l'essai de phase 3 BENEFIT, qui compare ISA-RD, qui est en fait le traitement de référence anti-CD38 Revlimid dexaméthasone chez les sujets de plus de 65 ans non éligibles à l'autogreffe, à ISA-VRD. Donc, est-ce qu'à l'ère de Maya et des excellents résultats de Maya, on peut faire mieux en ajoutant un inhibiteur du protéasome? Donc, c'est la question posée par l'étude IFM BENEFIT, qui est promue par le CHU de Poitiers, qui avance bien dans les inclusions. Si la patiente n'est pas motivée pour un essai clinique, c'est sûr qu'il peut y avoir des contraintes. Alors, je trouve que les essais cliniques, si le médecin y croit, en général, le patient y adhère, mais bon, voilà. Je pense que je me serais bien aidée d'une analyse cytogénétique des plasmocytes pour pouvoir décider ensuite quel type de traitement on propose à cette personne de finalement moins de 70 ans. Donc l'éligibilité au traitement intensif, elle est vraiment discutable entre 65 et 70. Et il y a 2 façons de voir les choses. Soit on se dit, en cas de haut risque cytogénétique, un schéma type DARA-RD, ça ne suffit pas, et j'ai envie de lui faire une quadruplette, de l'intensifier, de la consolider, de faire un entretien, enfin de faire un traitement maximaliste. Et à l'opposé, s'il y a un risque cytogénétique standard, un schéma type Maya, DARA-RD, qui est donné jusqu'à progression, ça offre, entre guillemets, au moins 5 ans, voire 6-7 ans de survie sans progression. Et puis, il y a d'autres gens qui pourraient dire, d'un autre côté, si elle est de risque standard et qu'on lui fait un traitement intensif, c'est peut-être cette personne qui sera guérie ou très longue répondeuse ou avec une guérison fonctionnelle. Donc ça, je crois que c'est très centre-dépendant. Et donc, je ne sais pas ce que vous feriez dans vos centres. À 69 ans, je sais qu'il y a des centres qui greffent jusque même plus de 70 ans. Dijon, par exemple. Je sais que Nantes, Poitiers, entre 65 et 70 ans, surtout en fonction du risque cytogénétique, se pose la question de l'autogreffe. Nous, c'est ce qu'on fait aussi. Voilà. Mais je sais qu'il y a des centres qui ne font pas d'autogreffe au-delà de 65 ans. Cyril Hulin à Bordeaux dit qu'il n'y a pas de données randomisées qui montrent la supériorité de l'autogreffe au-delà de 65 ans, que la seule étude randomisée était négative dans cette population. Donc, c'est des questions, je ne sais pas. Bruno, je ne sais pas si Bruno est là ou si à Saint-Louis, je ne sais pas ce que vous faites à 69 ans. Et c'est là que la RCP, ça peut prendre longtemps. Je ne sais pas si Bruno est là, mais en tout cas, on a autogreffé des patients qui avaient ce stade-là en bon état général. Ouais. Et la cytogénétique entre dans la discussion ou pas du tout? Pas sur une seule sur l'indication de l'autographe. C'est plutôt simple que double autographe. Pour les patients plus jeunes. Bruno, je ne sais pas si ton micro n'est pas ouvert, mais on ne t'entend pas. Ou alors c'est la connexion. Non, bon. Je pense qu'il y a un problème de micro pour le docteur Royer. Bon, donc voilà, je pense que ça dépend beaucoup aussi comment vous présentez les choses aux patients. Et ça dépend voilà, comment ça fonctionne dans votre centre, etc. Il y a aussi des centres où on sait qu'il y a des listes d'attente importantes pour l'autogreffe. Donc dans ces cas-là, je crois que ce n'est pas la peine de forcer entre 65 et 70 ans.
Il y en a d'autres où ce n'est pas du tout le problème et on sait très bien qu'un patient de 68-69 ans, aujourd'hui, il est tout à fait éligible à une intensification s'il n'a pas de comorbidité. On montrera à la SFH des données de vie réelle sur l'étude EMI qui s'est intéressée justement à regarder l'intérêt d'une autogreffe entre 65 et 70 ans et qui montre plutôt qu'il y a un intérêt important. Après, EMI, c'est donc une étude de vie réelle, donc c'est des données un peu biaisées dans le sens où le médecin a choisi de faire une autogreffe à plus de 65 ans, c'est que le patient était particulièrement fit ou apte à la recevoir, mais probablement que petit à petit, on décale l'âge d'éligibilité et qu'à 66, 67, 68 ans, on propose ces patients à l'autogreffe. Bon, on ne va pas débattre pendant des heures de ça. J'ai d'autres dossiers. Voilà. Alors, mon deuxième dossier, ça va être un peu différent. C'est un homme de 82 ans qui est veuf depuis 2 ans, qui vit seul, qui a priori comme seul antécédent une hypertension artérielle traitée, chez qui on découvre un tassement vertébral pathologique après une chute de sa hauteur, qui conduit à découvrir un pic IgA à plus de 40 grammes. Au myélogramme, le diagnostic de myélome est confirmé avec 40% de plasmocytes médulaires, une petite anémie, une fonction rénale conservée, pas d'hypercalcémie, une hypoalbuminémie assez modérée et assez classique quand on a un pic à 40 grammes. Et on n'avait pas encore d'imagerie, mais on sait déjà qu'il y a une atteinte osseuse. Donc, traitement de première ligne à 82 ans. Qu'est-ce que vous proposez chez un patient qui vit tout seul, à domicile, mais a priori, un vieillissement relativement réussi, comme disent les gériatres? Bon, alors, est-ce qu'il y en a qui oseraient ne pas proposer du daratumumab à ce patient? En gros, la question est assez simple entre RD, je pense, et dara-RD. Il n'y a pas un protocole à Poitiers aussi dans ce contexte-là? Non, il n'y en a plus. Il y avait un protocole chez les gens frails à Lille, mais il est fermé aux inclusions, donc on ne peut plus se servir de ça pour ne pas décider. Alors, bon, moi, j'avais pas mal inclus à l'époque où j'étais à Nancy dans l'étude Maya, et je sais qu'à 82 ans, on peut proposer un schéma, enfin, je pense qu'on peut proposer un schéma DARA-RD sans problème. Le fait que le patient vive seul à domicile, ça va plutôt m'inciter, moi, à le faire venir à l'hôpital de jour. Il y a des fois, des gens ont dit « Oh là là, ils sont âgés, ils sont fragiles, il ne faut pas y toucher, on les laisse tout seuls chez eux ». Je pense que les laisser tout seuls chez eux, ce n'est pas toujours leur rendre service avec un traitement oral, mais bon, ça dépend comment vous prescrivez votre traitement oral. Les troubles cognitifs débutants, donc, qui peuvent être là à plus de 80 ans, à mon avis, ils posent plus un problème pour la prescription de lénalidomide que de daratumumab. Enfin, je suis d'ailleurs sûre de ça. Donc, se poserait la question de ne pas associer d'anti-CD38, à mon avis, chez un patient qui habiterait vraiment très loin et chez qui on n'aurait pas de possibilité de le faire plus près de chez lui. Un patient qui refuserait de venir à l'hôpital, essentiellement, parce que je ne vois pas d'autres contre-indications à essayer, à proposer ce qui fait mieux que du RD seul. Alors après, parfois, on entend des considérations médico-économiques pendant les RCP. Oui, il a 80 ans, ça coûte cher, le daratumumab, etc., etc. Alors moi, je pense que devant un malade, on n'est pas là pour faire de la considération médico-économique, même si on doit sûrement la faire à titre collectif. Et quand on a regardé aussi toutes les analyses de qualité de vie dans cette étude, on a vu que plus on contrôlait vite la maladie, plus les symptômes étaient réduits rapidement et plus meilleure était la qualité de vie. Et chez quelqu'un de plus de 80 ans, si on améliore sa qualité de vie, on diminue probablement les dépenses de santé secondaires. Alors, je n'ai pas fait d'études médico-économiques pour ça, mais ce qui me poserait plus question, c'est de me dire, est-ce que je pars sur un schéma d'ARA-RD jusqu'à progression, comme c'est l'AMM, le remboursement, et comme c'était dans l'étude Maya, et c'est comme ça qu'on a 5 à 6 ans de PFS, ou est-ce que je me dis que chez quelqu'un de plus de 80 ans, je commence par du DARA-RD, et s'il est en excellente réponse, au bout de 2-3 ans, à viser d'économie globale et d'économie pour le patient,
de pause de traitement, j'aurais plutôt tendance à envisager un traitement bien efficace, mettre la maladie en rémission et discuter au bout de 2-3 ans s'il en a marre d'alléger et d'arrêter de faire une pause, sachant que s'il rechute après à 86 ans, on peut toujours lui reprendre à petite dose si ça avait bien marché. Mais après, je pense que personne n'a de réponse totalement toute faite sur ça. Je sais qu'il y a des centres qui font beaucoup appel aux gériatres pour évaluer les patients. Je sais aussi qu'il y a des services de gériatrie où ils ne sont pas toujours hyper favorables en fait, à remplir leurs hôpitaux de jour avec du daratumumab. Je pense qu'il faut faire avec les ressources de votre centre. Et après quel traitement, il faut poser la question de comment vous l'organisez en fait, parce qu'en RCP, on va vous écrire DARA-RD à 82 ans. Et donc, comment vous faites en pratique pour organiser tout ça? La consultation qui précède l'hôpital de jour ou la consultation si vous faisiez que du RD, elle est très longue. Et à mon avis, c'est plus ça qui va être compliqué, c'est de l'organisation plutôt que de décider entre les deux traitements. Alors, dans les centres, il y a beaucoup de choses différentes pour essayer d'aider les prises en charge à domicile. Il y a des fois des infirmières, il y a des fois des consultations pharmaceutiques. C'est bien quand le patient peut venir avec quelqu'un, à mon avis. Alors, quand il vit seul, s'il y a un des enfants qui peut venir, c'est mieux, je pense. Si vous avez vraiment un patient qui a l'air isolé, un truc tout bête, c'est, à mon avis, de faire une ordonnance pour une infirmière à domicile pour préparation et distribution des médicaments, surveillance des constantes sous chimiothérapie. Ça permet aux infirmières d'être un tout petit peu payées quand elles passent tous les jours voir les patients. Et le premier mois, avec le lénalidomide, si on associe des HBPM, ça fait aussi un soin infirmier pour qu'il y ait un passage quotidien. Moi, j'ai trouvé, depuis que je faisais systématiquement des ordonnances, y compris même à 70 ans d'ailleurs, pour un passage infirmier au début, qu'on avait moins d'erreurs sur les traitements associés, les traitements du myélome, les traitements associés, et que j'avais l'impression que ça se passait mieux. Mais encore une fois, ce serait peut-être à évaluer. Il y a plein d'initiatives partout. Nous, on avait refait avec nos pharmaciens, c'est nos pharmaciens qui ont refait ça, des espèces de fiches patients comme ça. Si ça vous intéresse, c'est accessible sur le réseau Onco Occitanie, où voilà, c'est vraiment une fiche qui est vraiment faite pour les patients, avec des recommandations assez simples. Que faire si vous avez oublié de prendre une dose de Revlimid? Quels sont les effets indésirables principaux? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de les améliorer? C'est des petits conseils qui, des fois, rassurent les patients d'avoir une fiche. Et puis, surtout, si vous avez un aidant qui n'est pas venu à la consultation et qui n'a pas pu entendre les choses, et ben, je trouve que ça fait un support qui peut les aider. Voilà, c'est une simple petite proposition, mais je sais qu'il y en a plein à plein d'autres endroits. Vous avez des questions sur le traitement de première ligne du sujet très âgé? Ou alors j'enchaîne et on fera les questions à la fin. Moi, j'avais une question sur les doses de Dexa. Ouais. Est-ce que tu les diminues rapidement une fois qu'ils ont obtenu une réponse chez les patients de 82 ans ou tu restes à 20 déjà, effectivement, à 82 ans, ça m'arrive de commencer en dessous de 20, selon les comorbidités, etc. Donc, des fois, je commence à 10 quand je vois qu'ils sont un peu fragiles. Et dans tous les cas, je les baisse très rapidement. Généralement, je ne passe pas beaucoup plus qu'un seul cycle à 20 mg, sauf si vraiment ils supportent très bien. Et c'est aussi mon attitude de le faire même pas à 80 ans, en fait. Je la diminue chez les gens de plus de 70 ans assez vite, sans l'arrêter complètement. Par contre, comme certains le suggèrent, comme il y a un protocole de l'IFM, celui de Lille, qui l'a évalué, on n'a pas encore les résultats, je le diminue et après, je le laisse assez souvent à des petites doses, à 20, à 10, parfois même à 8 ou 4. On a des formulations à 8 ou 4. Et je ne l'arrête pas d'un coup. Je le diminue toujours progressivement. Et quand je suis à la plus petite dose hebdomadaire, je le passe à tous les 15 jours. Et seulement au bout de 2-3 mois, je le passe à une fois par mois et je l'arrête. C'est très personnel, hein. Aucune idée, mais j'ai quand même l'impression que dans certains protocoles où on nous fait arrêter la Dexa à 18 cycles, les patients qui ne sont pas en excellente réponse, c'est à ce moment-là qu'ils rechutent, mais c'est peut-être juste parce qu'ils auraient dû rechuter, je ne sais pas.
Bon, mon troisième dossier, on revient à une femme, cette fois-ci de 43 ans, mariée, un enfant de 8 ans, pas d'antécédents, qui avait des douleurs depuis plus de 3 mois, qui a conduit à découvrir des lésions ostéolytiques du bassin. Ça a un petit peu traîné, et souvent d'ailleurs ça traîne un peu plus que 3 mois quand il n'y a pas de pic à l'électrophorèse. Et donc là, il y avait une belle hypogammaglobulinémie, une protéinurie assez significative, et donc un dosage de chaîne légère augmenté avec un ratio augmenté, une infiltration médulaire classique, une petite anémie et voilà, un score ISS 3. Alors, est-ce que ça vous suffit pour décider chez une femme jeune quelle séquence thérapeutique vous proposez, ou est-ce que vous avez besoin d'autres examens avant de commencer? Sachant que je pense plus on a de l'expérience pour prendre en charge ces patients, moins on est stressé. Je pense que quand j'ai vu des myélomes pour la première fois, je voyais des chaînes légères à plus de 2500. Je dégainais la dexaméthasone dès le jour même, etc. Et je pense qu'avec le temps, on se rend compte que c'est quand même le plus souvent une maladie qui évolue assez lentement. Alors des fois, quand ils arrivent, ils sont bien mûrs. Et je ne parle pas des leucémies à plasmocytes, dont Bruno parlera après. Est-ce que vous prenez le temps de faire un PET scanner chez quelqu'un de moins de 45 ans qui a un myélome dont on connaît déjà l'existence de lésions osseuses? On avait dit pratico-pratique. Hein. Oui. Bon, alors moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt sur avoir un examen initial et pouvoir ensuite évaluer la réponse en post-conso. Donc, je pense qu'on a le temps de le faire. Il faut donner des conseils d'hydratation et éviter les anti-inflammatoires, des diurétiques, etc. Mais moi, je prends le temps de faire un PET scanner. Je prends le temps, si je ne suis pas dans un protocole, d'avoir une cytogénétique pour commencer à discuter avec le patient 1 ou 2 intensifications en cas de haut risque. Je prends le temps de les envoyer chez le dentiste pour pouvoir faire des biphosphonates assez rapidement ensuite. Je prends le temps de refaire les vaccinations avant de commencer, même si plus le myélome est évolutif, moins les vaccinations fonctionnent. Mais d'un autre côté, c'est à mon avis toujours dans les premiers mois qu'on a des complications infectieuses sévères. Et la classique, le choc septique à pneumocoque, je l'ai toujours vu chez des myélomes quasiment toujours au diagnostic ou en tout cas évolutif. Donc voilà, moi je prends généralement le temps de faire tout ce bilan préthérapeutique et même quand j'ai des chaînes légères lambda à 2900. Et pour quelqu'un de 40 ans, je ne me satisferai pas d'une cytogénétique 414 dès le 17P. Alors on a la chance pour l'instant d'être riche et d'avoir du NGS qui est remboursé. Et donc, autant à 75-80 ans, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Autant, je pense que savoir qu'un patient a une mutation TP53 à 40 ans, ça m'intéresse et ça m'oriente vers une double autogreffe aujourd'hui, n'ayant pas grand-chose de mieux, à part des protocoles, des essais cliniques pour des traitements d'entretien un peu renforcés, comme on a un protocole européen aujourd'hui avec de l'iberdomie de post-autogreffe. Donc, bon, mon traitement serait ensuite classique, une quadruplette avec un anti-CD38, 1 ou 2 autogreffes selon le risque cytogénétique, une consolidation et un entretien pendant 3 ans. Jusque-là, on disait 2 ans, et puis de plus en plus, on est en train de dire 3 ans de lénaludomide sur les données américaines où ils donnaient le Revlimid jusqu'à progression. Ça va être présenté à l'ASCO. Ils ont vraiment des différences importantes quand on compare avec l'IFM 2009. Le fait de donner de la maintenance plus longtemps, nous on l'a donné 1 an dans l'IFM 2009, eux le donnaient jusqu'à progression et en pratique c'était donné en moyenne au moins 3 ans. Ils ont vraiment des résultats supérieurs aux nôtres. Donc je pense que les recommandations de l'IFM, on n'a pas dit qu'on allait absolument les actualiser et les publier, mais on a tous tendance à parler maintenant de maintenance pendant 3 ans et non plus pendant 2 ans. Bon, le traitement de première ligne, des fois, c'est presque le plus simple en RCP. Donc, on va passer aux choses un peu plus compliquées. Donc, j'ai la situation d'un homme de 62 ans
qui a comme antécédent une bipolarité équilibrée, qui a eu un diagnostic de myélome en 2016, précédé par une MGUS, avec des lignes thérapeutiques. Et c'est là qu'on commence à avoir des histoires de la maladie un petit peu longues. Et donc, quand on fait un historique pour pouvoir présenter un dossier en RCP, je pense que c'est bien d'avoir le détail de chaque ligne, la date de début, la date de fin, et puis surtout les données de réponse et de motifs d'arrêt de traitement, parce que c'est avec ça qu'on va raisonner. Est-ce qu'on peut reprendre un traitement qui a déjà été donné ou pas, et est-ce que c'est plus pertinent de donner tel ou tel traitement? Donc nous, on présente ça comme ça, avec des 1, 2, 3, 4, 5, des fois jusqu'à 6, 8, voire 9 ou 10. Après, on n'a plus trop d'imagination. Et je ne suis pas sûre qu'on en ait plus maintenant, parce qu'avant, on faisait beaucoup de doublettes et on enchaînait les doublettes pour les patients qui répondaient. Et maintenant, on donne tout dès les premières lignes. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, ce patient qui avait un myélome avec une translocation 4-14, initialement très symptomatique, une atteinte osseuse très bruyante, une hypercalcémie, une insuffisance rénale. Il a une première ligne classique à l'époque, VTD, melphalan-haute-dose, autogreffe, consolidation, pas de maintenance en 2016. Il a répondu, mais pas très longtemps, comme on le voit assez régulièrement avec les 4-14, rechute au bout de 12 à 18 mois en 2017, traité par Revdex à l'époque. Donc, on n'avait pas fait ni dans le programme compassionnel de carfilzomib, d'ixazomib. On n'avait pas encore l'autorisation pour faire du DARA à cette époque-là. Et donc, une durée de réponse sous Revdex d'1 an. Donc, l'idéal, ça aurait été d'avoir le pic à l'initiation de traitement, le nadir, et puis la date de progression. Bon, là, on a novembre 2018 a priori. Progression sous Revdex, le patient est mis sous Darapomdex. Alors ça, je ne sais pas où, parce qu'il n'y avait pas d'AMM et de remboursement. Bon, je plaisante, mais du coup, Darapomdex un peu en avance. Un traitement qui n'a pas marché très longtemps, janvier 2019, décembre 2019. Il a progressé on thérapie. Donc le fait de savoir pour chaque traitement comment il a répondu de façon synthétique, la meilleure réponse, en général on met meilleure réponse, donc ça peut être VGPR, ça peut être PR, ça peut être maladie stable, et de mettre s'il est progressif sous traitement ou si le traitement a été arrêté pour toxicité, etc. Et bien ça nous aide à raisonner quand on se retrouve après en 5e rechute, 6e rechute, pour se dire tel traitement, on peut le réutiliser parce que finalement, il a été arrêté par lassitude, mais pas par caractère réfractaire ou par toxicité inacceptable, entre guillemets. Donc, on a un patient qui, en 4e ligne, reçoit du KD, avec donc un pic au moment de l'initiation à 19 grammes par litre, un nadir à 1,5 g, donc une très bonne réponse partielle avec une diminution de plus de 90% du pic, et qui progresse très rapidement ensuite avec un pic à 14 grammes, donc progression biochimique. Et donc, en 4e rechute chez un patient exposé au Velcade, réfractaire au Revlimid, réfractaire au DARA, réfractaire aux pommes, réfractaire au carfilzomib. On commence à être des fois un peu plus embêté. On avait la chance de pouvoir lui proposer un anticorps bispécifique, donc du teclistamab. Si on n'avait pas eu ça, on aurait pu proposer de reprendre de la chimiothérapie. Alors, ça nous arrive de faire de la bendamustine sur le schéma BVD, souvent, en association avec du bortezomib, du Velcade. Ça peut nous arriver... Alors, après, il y a les nouvelles molécules qu'on peut avoir éventuellement en ATU. Le sélinexor, bon, je ne suis pas très convaincue, satisfaite des résultats du sélinexor en général. Le melflufen, c'est un patient qui n'a pas été très exposé aux alkylants. Vous voyez que le melphalan, il l'a eu une seule fois pendant l'autogreffe en 2017. Donc, c'est un peu comme ça qu'on raisonne. Il n'a pas eu d'isatuximab. Maintenant, donner l'isatuximab en redonnant du pomme alors qu'il a progressé sous l'anti-CT38 Pomdex, je ne trouve pas ça très... Enfin, c'est pas très pertinent pour moi. Voilà, donc en fait, quand on présente un dossier de rechute en RCP, c'est vraiment important d'avoir la cytogénétique, parce que là, s'il n'avait pas une 4-14, on se poserait la question de la 11-14. Vous savez qu'en général, quand il y a une
4,14, il n'y a pas de 11,14. Mais s'il n'avait pas de 4,14, on aurait pu faire la recherche en se disant pourquoi pas du vénétoclax. Et donc de savoir à chaque ligne s'ils ont été répondeurs, quelle a été la meilleure réponse, la durée de la réponse et le motif d'arrêt. C'est comme ça qu'on réfléchit. Alors, ce patient est en train de gentiment, doucement progresser sous teclistamab. Donc, à part des nouvelles molécules, des CELMoD, des autres bispécifiques, si je ne peux pas arriver à l'inclure dans un essai clinique comme ça, on repartira sur probablement de la bendamustine en association à du Velcade. Il n'a pas de neuropathie périphérique et ça permettra de donner du temps jusqu'à peut-être avoir des accès à des carticelles ou d'autres traitements. Et puis, je ne sais pas quelle heure est-il, on dépasse. Je termine avec un dernier dossier. Oups, pardon. Qui est aussi un dossier de rechute, qui est peut-être qui est plus précoce, mais qui des fois est pas forcément beaucoup plus simple à ce moment-là. Donc 64 ans, pas d'antécédents, myélome-IgG-kappa, initialement symptomatique sur le plan osseux. Pas de cytogénétique défavorable, traité par VRD. Alors, on n'a pas la date précise du diagnostic, mais on a le recul. VRD, autogreffe, VRD et entretien. Entretien depuis 15 mois et alors qu'il avait obtenu une très bonne réponse partielle, et on note la réapparition d'un pic IgG à 5 grammes, contrôlé un mois après à 8,5 grammes, donc une augmentation quand même significative. Progression biochimique, sans nouvelles lésions osseuses, avec des chaînes légères modérément augmentées, on va dire, et une cytogénétique qui est faite à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'un patient qui rechute précocement sous traitement d'entretien, alors qu'au départ, il était de cytogénétique standard, ça nous étonne beaucoup. Et donc, ce patient, on voit qu'il a acquis une DL17P dans 90% des plasmocytes. Donc, qu'est-ce que vous faites à un patient en rechute précoce, de haut risque, lénalidomide réfractaire? Qu'est-ce qu'on peut proposer de moins pire, on va dire, dans cette situation? Qu'est-ce que vous proposeriez? Hélène Auger, par exemple. Non, je plaisante, je regarde les noms. Darapoma. Dara Pomadiomide. Darapomdex, c'est une option. Moi, ce n'est pas celle que j'aurais choisie, mais c'est une option. Je crois je ne sais pas si on a un remboursement, mais bon, on va dire que pour ce type de patient, ce n'est pas très compliqué de faire Darapomdex. On pourrait faire Isapomdex aussi, effectivement. Est-ce que sur une maladie comme ça, agressive, moi, j'aurais plutôt tendance à essayer de... Alors, Darapomdex, Isapomdex, ça donne entre 12 et, on va dire, à peu près 12 mois de PFS chez un patient réfractaire au lénalidomide. Et est-ce qu'il n'y a pas des combinaisons qui peuvent faire mieux, à base de carfilzomib notamment? Et donc, en restant sur de la triplette, j'aurais plutôt fait anti-CD38 KD, donc soit Dara-KD sur les résultats de l'étude Candor, soit ISA-KD, qu'on aura peut-être plus facile à avoir en remboursement incessamment sous peu, qui donne plutôt aux alentours de 2 ans de PFS chez des patients comme ça en première rechute réfractaire au Revlimid. Mais clairement, c'est des patients qui sont inquiétants et quand on peut les mettre après sur un parcours assez rapidement sur des parcours carticelles ou anticorps bispécifiques, on essaye de les identifier, ces patients rechuteurs précoces. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je suis arrivée au bout de mes 5 dossiers. Heureusement qu'on n'en avait pas 45 comme à Poitiers. Merci Aurore. Moi j'avais une question. Maintenant qu'on ne fait plus du thalidomide en première ligne, est-ce que pourtant il y a encore une place en ICM rechute du thalidomide? Alors moi j'en fais encore en première ligne, mais chez les gens hors essai clinique. Mais je ne crois pas qu'une fois qu'on a épuisé, qu'on est réfractaire au laine et réfractaire aux pommes, moi je ne crois pas à la thalidomide en situation réfractaire post les 2 autres imides. Je sais qu'il y en a qui disent qu'en remettant des fortes doses,
200 mg, voire sur des vieux schémas à 400, on pourrait retrouver des sensibilités. Franchement, je pense qu'il vaut mieux se battre pour leur offrir des bispécifiques, des carticelles ou d'autres thérapies que de redonner ça. Mais j'en ai pas l'expérience, donc je critique sans savoir. Et l'ixazomib, est-ce que tu l'utilises ou... Je ne l'utilise pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Je l'utilisais vraiment quasi plus du tout pour les rechutes Revlimid non réfractaires, donc en choisissant en fait entre XARD et DARA-RD. Honnêtement, quand le DARA-RD a été remboursé en rechute, on a fait du DARA-RD à tout le monde. Peut-être qu'on va retrouver une place de l'ixazomib chez des patients âgés qui vont progresser sous DARA-RD, parce qu'il y en a quand même qui vont finir par progresser, et qui vont être naïfs en fait d'inhibiteurs du protéasome. Donc soit dans ces cas-là, on peut faire du Velcade-Pomdex, mais XA-Pomdex apparaît une option assez intéressante. Il y a aussi une étude de phase 2 qui va commencer, ou qui a commencé d'ailleurs dans l'IFM, et qui regarde XA-Iberdomide, qui est celui après le pomalidomide qui est en développement, XA-Iberdomide-Dex. Je ne sais pas si c'est... Voilà, on verra les résultats. J'étais plutôt assez agréablement surprise pour les 2 patients que j'ai traités par XA-Pomdex dans le protocole de Xavier Leleu, là, destiné au risque cytogénétique. J'avais mis 2 patients, les 2 avaient une 414 et l'une avait en plus une DEL17. Et j'ai des réponses de plus d'1 an pour les 2. Donc, pour un traitement tout oral, plutôt bien toléré, j'étais plutôt assez agréablement surprise. Mais après, la place de l'ixazomib, elle reste quand même assez minime, on va dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si je laisse Bruno terminer. Il va être obligé de se connecter par téléphone si ça ne marche pas. Et il va falloir, on va profiter d'autres questions en attendant qu'il arrive à se connecter. D'accord, pardon. Une question pratico-pratique, comme on disait tout à l'heure, parfois, si on a vraiment les lésions lithiques au niveau osseux, les grosses douleurs, etc., et que chez un jeune, on a quand même envie de refaire un prélèvement pour faire la cytogénétique, etc., est-ce que concrètement, si on met un peu de dexaméthasone qu'on commence, quel délai on a pour se dire on peut quand même faire la cytogénétique, elle sera informative, etc. Est-ce qu'on peut se permettre plusieurs jours de dexaméthasone avant de le faire et qu'on a des résultats concrets? Et à la fois pour le TEP scanner, est-ce qu'il faut vraiment éviter à tout prix avant de faire le TEP scanner ou est-ce qu'on peut et on voit quand même quelque chose? Non, honnêtement, les grosses atteintes osseuses, c'est pas 4 jours de dexaméthasone qui vont tout nettoyer. On n'est pas dans des LAL qui vont être corticosensibles. Moi, quand le patient est douloureux, je ne me pose pas la question, je fais de l'ADEX. Sur la cytogénétique, bah, si tu as le patient en face de toi, c'est une façon de le motiver pour la refaire aujourd'hui, et puis de lui dire comme ça, on commence à dexaméthasone juste après. Si c'est par téléphone qu'on sait qu'il est très douloureux et qu'on dit bah, faites un bloc de DEX et que je le vois en consulte 3-4 jours après ou la semaine suivante et que je fais la cytogénétique, j'ai pas eu l'impression d'avoir plus d'échecs parce qu'il y a eu un bloc de DEX. Alors après, est-ce que ça modifie les sous-clones, l'hétérogénéité clonale, etc. Peut-être, mais à un moment donné, on traite des patients, on ne traite pas des dossiers. Donc, quand il y a des douleurs importantes et des atteintes osseuses, je fais de l'ADEX, il n'y a pas de souci. Pour le PET scan, je me dis que peut-être faire 4 jours de DEX et attendre 3-4 jours avant de faire le PET. Mais bon, encore une fois, j'ai déjà vu aussi des PET avec des lésions hypermétaboliques sous dexaméthasone. Donc, je pense que le patient prime. Donc, si on peut, on fait avant, et si on ne peut pas, on fait l'ADEX et on fait en même temps. À mon avis, c'est quand même mieux d'avoir un PET scan, même sous DEX, que de ne pas en avoir du tout pour la réponse ensuite. D'accord, merci. Donc, je donne le contrôle à distance à Bruno.
Ah, mais je ne sais pas s'il veut bien. Sinon, j'arrête de partager plutôt, peut-être, non? C'est ça? C'est le son qu'il faut qu'on arrive à rétablir. Alors, je suis en ligne avec Bruno pour vous partager le son par l'ordinateur. On va voir si ça marche. Je vais lui laisser partager son écran. Bruno, il faut parler pour voir. Alors, je pense que vous pouvez essayer de mettre peut-être le téléphone à votre oreille. Peut-être que le son sera même meilleur. Et pour le partage d'écran, normalement, vous devez pouvoir, avec la flèche en bas au milieu, partager votre écran. Après, c'est Marine, peut-être que tu as accès au... Normalement, Docteur Royer il pourrait partager son écran, il est panéliste. Oui, bien sûr. Donc, c'est en bas où il y a marqué écran partagé. Normalement, il suffit de cliquer dessus et de choisir l'écran qu'on veut montrer. Sur la barre du bas. Vous pouvez m'envoyer votre diaporama si vous voulez. On peut le partager. Si vous n'arrivez pas à partager, c'est bizarre. Je pense qu'en parallèle, on peut essayer de faire un test de micro. Si le docteur Royer, vous pourriez parler aux proches du téléphone. Là, je suis au maximum sur mon téléphone. Je ne sais pas si Aurore ou Marine, vous écoutez. J'ai vraiment pas. Je vous ai envoyé le topo. Il y a un écran. Il y a un son pas possible. En le gardant bien près de la bouche, on entend un petit peu, c'est pas parfait. Mais ouais, je vous propose de recommencer une autre fois, peut-être. Là, j'avoue que... Si on n'a pas le son et qu'on n'a pas le diaporama, je pense que oui. Je pense que ça va être compromis. Malheureusement. Après, si vous voulez nous dire un mot sur la leucémie à plasmocyte, voilà, sans diaporama, ça va être un petit peu... on aurait été ravis de partager ça avec vous. En tout cas, bon, c'était très... J'en ai pas profité pour remercier le docteur Perrault, mais c'était très bien de pouvoir faire cette forme RCP interactive. Et puis, oui, je suis désolée, docteur Royer, si vous pouvez pas vous connecter, dans ce cas-là, oui, on va pas refaire les choses, on va pas mettre un diaporama et le son. C'est pas grave. En tout cas, merci à tous les intervenants, merci aux spectateurs. Donc,
ce webinaire sera disponible en replay sur notre site de l'AIH pour tous les adhérents. Et puis, on refera un webinaire en partenariat avec l'IFM, j'espère, pour reparler de la leucémie à plasmocytes et puis d'autres choses. Eh bien, merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir.